Eh bien, bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un poisson bien connu, mais dont le genre, lui, reste assez peu connu. Alors accrochez-vous, c'est parti. Bien, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des Acemania, et plus particulièrement l'Acemania nana. Pour commencer, on va plutôt parler du genre Acemania dans sa globalité. Les Acemania, c'est un petit groupe qui va regrouper environ 9 espèces. Ils sont tous originaires d'Amérique du Sud, ils vont faire entre 3 et 7 cm. Ce sont des espèces qui ont été décrites pour les dernières il y a moins de 10 ans, donc c'est un genre qu'on connaît beaucoup moins bien que certaines espèces, par exemple de tétras, que l'on connaît depuis quasiment plus de 100 ans. C'est un genre qui a ce qu'on appelle un clade monophylétique. Un clade monophylétique, c'est une partie de l'embranchement du genre animal, par exemple, qui va être relié directement avec un ancêtre commun. Pour le coup, ce clade monophylétique, il va être intéressant à observer puisque c'est le groupe, ou genre, ou autre, peu importe, ça a des noms particuliers que les biologistes connaîtront bien mieux que moi, des Hemigramus. Donc les Hemigramus, les plus connus, ce sont effectivement les nez rouges, et vous allez voir que l'association que j'ai faite derrière, elle est en partie due à cela. Le genre Acemania, il va se définir de deux façons. Déjà, ce sont des poissons avec généralement une nageoire dorsale assez courte et une nageoire anale plutôt longue. Et ça va être aussi caractérisé par l'absence de nageoire adipeuse qui va se retrouver entre la nageoire dorsale et la nageoire caudale. C'est une des espèces, pour le coup Acemania nana, qui va être présente quasiment dans tous vos commerces d'aquariophilie. Tous les sites, tous les commerces vont vous le proposer à la vente, et pourtant, ce sera certainement la seule espèce que vous allez réussir à trouver de manière courante. C'est un genre qui est très peu représenté, et donc très peu diffusé sur le marché. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur le fameux Acemania nana. Les Acemania nana, ils sont, comme tous les Acemania, originaires d'Amérique du Sud, plus spécifiquement du Brésil, et plus précisément du Rio São Francisco. C'est une espèce que vous allez retrouver très couramment dans le commerce. Elle est très typée, avec un corps orangé et des nageoires dorsales et anales, ainsi que la caudale, terminées par des jolis points blancs. C'est un petit ajout esthétique très sympa que j'adore exploiter vis-à-vis de l'aquarium plutôt en fin de journée. Si vous avez la chance d'avoir des éclairages qui peuvent être modulés, donc qui peuvent gérer leur intensité lumineuse et qui vont faire un effet d'éclairage progressif le matin, puis une extinction progressive le soir, ces petites touches blanches vont avoir vraiment un effet de déplacement très intéressant à regarder à ces moments-là. Le reste de la journée, ça reste tout aussi joli, mais c'est vrai que le soir, quand vous voyez quasiment plus que les points blancs qui se déplacent, ça donne un petit effet très mystique à votre aquarium. Bon, pour parler un peu plus de l'espèce et de sa maintenance, il faut savoir que c'est un petit poisson qui va faire entre 3, 4, 5 cm pour les énormes femelles. Dans l'idée, un aquarium de 50-60 litres serait une possibilité de maintenance pour un groupe de 5-6 individus. Mais comme pour tous les tétras, c'est pas quelque chose que je vais vous recommander forcément. Idéalement, un bac avec 1 m, 80 cm de façade, ce serait beaucoup mieux. Une centaine de litres, voire 150 litres, pour un groupe de 10 à 15 individus, et là, vous aurez un comportement qui sera plus proche du milieu naturel. C'est pas forcément ce qu'on cherche toujours en aquariophilie, mais là, pour le coup, pour des poissons qui sont assez intéressants au niveau de la territorialité, notamment entre les mâles, pendant les périodes reproductrices, où vous allez avoir des mâles qui vont se tourner autour pour essayer d'avoir le plus de femelles possible. Si l'espace est vraiment trop petit, 50-60 litres, vous risquez d'avoir des problèmes vraiment liés à ce côté reproduction, territorialité que peuvent avoir les mâles. Vous pouvez bien sûr aider à la résolution de ce problème en ayant un bac extrêmement planté, mais le volume aura toujours un meilleur effet sur leur maintenance. Donc personnellement, si je devais vous les conseiller, prenez un volume de moins 100, 120 litres et mettez-en un groupe de 10, 12, 15 individus à l'intérieur. Le comportement sera plus intéressant et leur bien-être sera assuré. Comme je dis, un bac bien planté, c'est toujours chouette. Ils auront la possibilité de se soustraire à la vue des uns des autres, notamment pour les mâles. Ça permettra également de structurer des territoires dans lesquels ils vont pouvoir se poser, avoir une structure hiérarchique plus intéressante et forcément, possibilité de reproduction à l'intérieur. C'est un poisson qui est très connu pour sa reproduction. C'est un poisson qui est très bien maîtrisé à ce niveau-là et l'ensemble des spécimens que vous allez retrouver sur le marché proviendront d'élevage. L'avantage de ça, c'est que tous les individus que vous allez avoir vont être habitués à manger tout type d'aliments. Bien sûr, ils préféreront toujours le vivant ou le congelé, mais ils auront également l'habitude de manger des paillettes, des granulés et même des tablettes pour poissons de fond.
Les toilettes pour poissons de fond, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs ajouts possibles à faire dans un aquarium. Effectivement, si vous avez des espèces qui ont du mal à s'alimenter dû au nombre, par exemple, mettre 1 ou 2 pastilles pour poissons de fond de temps en temps permettra vraiment au groupe d'aller se picorer dessus et de pouvoir faire en sorte que tout le monde arrive à manger de manière équitable. On fera quand même bien attention de retirer cette pastille afin qu'elle ne pollue pas l'aquarium si plus personne n'en consomme. C'est une espèce qui va vivre dans des eaux entre 22, 24, 25 degrés dans son milieu naturel. Bien entendu, l'Amérique du Sud est connue pour des pics de température plus élevés au niveau de ses cours d'eau, donc c'est un poisson qui tiendra très bien jusqu'à 28 degrés. Au-dessus de 28 degrés, il vaudra mieux éviter d'avoir ce genre de poisson dans des périodes de température trop longues. Pour le coup, les spécimens que vous voyez derrière moi, ils ont déjà passé 2 étés dans cet aquarium. L'aquarium est monté quelques fois à un peu plus de 30 degrés. C'était pas catastrophique. Au bout d'une dizaine de jours maximum, c'était redescendu et revenu à la normale. L'idéal, bien sûr, est d'avoir une clim et un chauffage au cours de l'année pour thermoréguler l'aquarium et surtout la pièce dans laquelle se trouve l'aquarium. Si vous en faites des aquariums spécifiques, vous pouvez le reproduire. Comme je vous le disais, c'est une reproduction qui est très bien réussie par les professionnels et qui n'en reste pas moins inaccessible pour les particuliers. Les mettre dans un aquarium spécifique avec des pondoirs type mousse au fond de l'aquarium, vous les mettez dans des aquariums spécifiques entre 20 et 50 litres avec un petit groupe, voire même parfois un mâle et une femelle, et vous les laissez pondre directement au niveau de la mousse. Les petits ont une faculté, c'est que par rapport aux autres espèces, par exemple les tétras, ils naissent d'assez grande taille et sont déjà facilement assimilables à une alimentation. Par exemple, les Nopilartemia, ça marche très bien pour démarrer. Et vous pouvez les transférer assez rapidement sur une alimentation dite paillettes ou granulée, vraiment écrasée finement. C'est une espèce qui va vraiment préférer des paramètres d'eau dits douces, voire très douces. J'ai vu pas mal d'exemples dans lesquels des GH à 5 ou moins étaient recommandés. Bon, les animaux d'élevage que vous allez trouver sont vraiment habitués à tout paramètre d'eau. On évitera quand même d'aller mettre dans des pH de 8 avec un GH de 15, mais dans l'idée, la plupart des eaux du robinet feront l'affaire. C'est une espèce extrêmement cool, qui a un comportement incroyable vis-à-vis des autres espèces, puisqu'ils ne les calculeront pas. Sauf si bien sûr le volume est trop petit. Et ça, ce sera pareil pour tous les poissons. Par contre, ils ont vraiment des relations au sein de l'espèce qui peuvent être plus conflictuelles, notamment entre les mâles, ou pendant la période de reproduction. Et ça, c'est quand même intéressant à regarder. Donc, mettre un aquarium bien aménagé pour leur permettre un bien-être et également un épanouissement au niveau de leur comportement, c'est top. C'est un poisson qui n'a pas une longévité extraordinaire. Ça va faire entre 2, 3, 4 ans grand maximum pour chaque spécimen. C'est un poisson que vous allez pouvoir mettre dans un aquarium sans avoir à penser, bon, j'en fais quoi dans 10 ans? C'est un poisson qui a une durée de vie assez intéressante parce que pas très longue, une facilité de maintien très facile et des volumes qui sont facilement accessibles, une centaine de litres comme je vous le disais. Donc ça fait vraiment un poisson super intéressant pour des débutants. Pour un premier aquarium, ça peut être top. Et en plus, vu qu'ils ont une possibilité de reproduction en aquarium spécifique, ça peut être toujours intéressant. C'est aussi un poisson qu'on appelle le tétracuivre. Bon, vous avez remarqué par rapport à sa couleur. Les mâles seront beaucoup plus fins et colorés que les femelles. Les femelles auront tendance à être un peu plus larges et d'un côté plus argenté, avec des reflets cuivrés éventuellement. C'est donc assez facile de repérer mâles et femelles. C'est une distinction qui va se faire beaucoup plus facilement à partir de 1 an. Donc à partir de 1 an, vous pouvez éventuellement commencer les reproductions. Voilà, on a eu pas mal d'infos sur le genre Assemania et sur l'espèce Assemania nana. J'espère que vous en avez appris pas mal et plus. J'espère que c'est une espèce que vous avez découverte. Pour ceux qui sont habitués de l'aquariophilie, bon, je pense que c'est une espèce que vous avez déjà vue. Et pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit une espèce que vous avez déjà maintenue. Alors que pour le coup, elle est vraiment intéressante. Vous avez dû voir effectivement quelques plans pendant la vidéo avec les mélanges, notamment avec les nez rouges. Vous allez voir que vraiment il y a une forme de mélange et d'harmonie qui se fait entre ces deux espèces, qui est très intéressante à regarder. Donc je vous invite à mettre effectivement en commentaire si vous avez des idées d'association à mettre avec d'autres espèces directement. Évitez toujours dans des volumes d'une centaine de litres de le mettre avec des poissons trop calmes. C'est vraiment une espèce qui est vive, qui va avoir tendance à bouger tout le temps, donc c'est super pour animer l'aquarium, mais qui peut avoir engendré un stress avec des espèces plus calmes. Là pour le coup, dans ce volume, en espèces calmes, on pourrait parler du discus. Mais au vu de la différence de taille, je vous assure que ça ne leur pose aucun problème. Ils ne les calculent finalement même pas. Pareil, il y a quelques éléments qui viennent rentrer en compte par rapport aux nageoires. C'est vrai que ce serait un poisson qui aurait tendance à grignoter les nageoires des poissons avec des nageoires plus longues. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui est spécifiquement, on va dire, observé. Mais bien sûr, volume trop petit, maintenance mal adaptée, peuvent entraîner ce genre de problème, ce genre de comportement. Donc évitez un aquarium de 50 litres avec des Assemania à l'intérieur et un bêta à nageoire longue. Voilà,
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été assez courte, j'espère que vous avez pris plein d'informations. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et puis portez-vous bien, ciao!